population de Yamoussoukro a crié son ras-le-bol de la hausse du coût de l'électricité et des doubles factures qu'elle a reçues. La réaction de la direction de la CIE dans ce journal. La Côte d'Ivoire vient d'obtenir 200 milliards de francs CFA de financement de la Banque arabe pour le développement de l'Afrique pour la restauration de la baie de Cocody. Le coût du transport va connaître une baisse. Il va baisser de 50 francs pour le transport urbain et de 500 à 1500 francs pour le transport interurbain. La décision a été prise aujourd'hui par les acteurs du secteur. Madame, Monsieur, bonsoir. La population de Yamoussoukro n'est pas contente, alors là, pas du tout. La raison, la hausse du coût de l'électricité en dépit de la décision prise par le chef de l'État le 1er mai dernier. Cette population dénonce aussi les doubles factures qu'elle a reçues récemment. Elle a manifesté son mécontentement en saccageant les locaux de la CIE à Yamoussoukro et en brûlant un véhicule. Le secrétaire général de la mairie a été joint au téléphone, la mairie de Yamoussoukro bien entendu, par Marie-Laure Ngouran lors de l'édition de 20h pour en savoir davantage sur la situation qui prévaut dans la capitale, la politique. Écoutons un extrait de son intervention. Ce matin, il s'est trouvé que la population est allée à la CIE se plaindre pour leur faire comprendre qu'ils ont reçu 2 factures, dont une est à régler aujourd'hui. Le dernier délai de règlement, c'est aujourd'hui. Et la seconde, le dernier délai, c'est le 5 août. Donc, ils sont allés se plaindre pour dire qu'ils ne comprenaient rien et que les instructions du chef de l'État n'ont pas été respectées. C'est pourquoi ils sont allés se plaindre à la CIE ce matin. Ils ont saccagé le centre de santé de la CIE. Ce n'est pas le bâtiment principal. Le centre de santé, ils ont escaladé la clôture par derrière. Ils sont rentrés dans le bâtiment, ils ont tout saccagé. Il y avait un véhicule qui était à l'intérieur. Ils ont poussé le véhicule au bord de la route et ils y ont mis le feu. Moi-même, je suis passé sur la terre principale pour vérifier. Tout a été dégagé, la police a dégagé, les manifestants ont été repoussés et la circulation est devenue normale sur la terre principale. Après ces événements à Yamoussoukro, quelle est la réaction de la direction de la CIE? Quelles sont les dispositions prises par la CIE pour résoudre ce problème? Ce sonore répond à ces interrogations. Après l'annulation de l'allègement tarifaire qui est intervenu le 1er mai 2016, nous avons été instruits pour procéder au remboursement du trop perçu. Et c'est une opération lourde que la CIE, appuyée par le ministère du Pétrole et de l'Énergie, a menée avec toute la transparence qu'il faut. Je précise qu'il y a un cabinet international qui a audité ces opérations de remboursement avant que nous puissions les mettre en œuvre. Alors, lorsque nous avons fini cette opération de remboursement, il fallait immédiatement s'attaquer à la facturation des consommations qui ont été bloquées depuis le mois de mars 2016. C'est ainsi que la facturation qui devait sortir en mai est sortie donc à partir du 23 juin que nous avons distribué. Et la date limite de paiement était le 12 et le 14 juillet 2016. Après cette facturation qui a été presque entièrement payée par les clients concernés, nous avons entamé la facturation normale du mois de juillet 2016. Les factures ont été éditées le 15 juillet. Nous avons distribué donc aux clients concernés, mais avec vos dates limites le 2 et le 4 août 2016. Mais compte tenu du fait que ces 2 factures sont rapprochées, la direction générale elle-même a décidé de faire un communiqué pour informer toute notre clientèle que les dates limites qui étaient fixées initialement le 4 août sont reportées au 9 et au 11 août. Ce communiqué est passé le lundi 18 juillet 2016. C'est le lieu donc de rappeler que la compagnie ivoirienne d'électricité est au service de la population. Nous avons besoin que la population soit sereine pour que nos collaborateurs, qui sont eux aussi des Ivoiriens, puissent travailler dans le calme pour les servir.
Si le coût de l'électricité divise, les nouveaux prix du transport, eux, vont certainement réjouir les populations. Les acteurs du transport ont décidé de revoir à la baisse le prix du transport. Ce coût va être réduit de 50 francs CFA pour le transport urbain et de 500 à 1500 francs CFA pour le transport interurbain. Francis Boifo a participé au point de presse donné par le directeur général du Haut Conseil de patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. Écoutons Ndiabi Ibrahim. Vous allez constater dans quelques semaines qu'au niveau du transport urbain, dans le district d'Abidjan, les tarifs vont baisser de 50 francs sur les trajets. Au niveau du transport interurbain, la moyenne, nous sommes entre 1000, 1500 et 500 francs de baisse qu'on va constater sur un certain nombre de lignes. Ces mesures qui ont été prises de façon collégiale parce qu'elle a impliqué toutes les forces vives du secteur du transport routier. Et les résultats qui sont sortis sont les résultats qui tiennent compte aussi des difficultés et des populations et des difficultés des entreprises de transport routier. Comme toujours, le secteur du transport routier apporte son appui, apporte son soutien à l'économie de la Côte d'Ivoire. Il s'agit encore une énième fois de faire en sorte que notre économie puisse se porter mieux et que les populations puissent se porter mieux parce que les transporteurs auront apporté leur part de gâteau à la constitution de l'édifice ivoirien. Pendant 7 heures, le chef du gouvernement a essayé de convaincre les bailleurs de fonds en vue d'obtenir le financement additif pour la restauration de la baie de Cocody. Et après plusieurs tractations, donc, Daniel Kablan-Duncan a convaincu la Banque arabe pour le développement de l'Afrique, qui accepte d'ailleurs d'octroyer les 200 milliards de francs CFA restants pour ses travaux. Alexis Ouedraogo. C'était inattendu. Les bailleurs de fonds ont manifesté un grand intérêt pour intervenir dans le financement de ce projet et pour s'entendre sur le principe du bouclage du financement à 100% de ses composantes. 7 heures de travaux et un huis clos plus tard, voilà les 300 milliards de francs CFA nécessaires à l'avancée des travaux de la baie de Cocody. Quand vous avez un projet ficelé, étudié, bien sûr, on ne peut que se féliciter aujourd'hui de voir les bailleurs de fonds des pays arabes financer entièrement ce projet. Visage hideux, odeur suffocante, la baie de Cocody a nargué ces dernières années plusieurs projets de restauration. Pas question donc, cette fois pour le gouvernement, de battre en brèche. Pour nous, on peut donc travailler de façon sereine en sachant que dans les 3 ans qui viennent, on sera capable de respecter les engagements du président de la République, à savoir finir ces travaux-là pour donner à la Côte d'Ivoire ce qu'elle mérite, une perle et lagune qui fera d'elle à nouveau la capitale de toute l'Afrique. Il faut remonter le temps en 1950 pour comprendre le problème de la baie. C'est à cette période que le canal de Vridi est ouvert pour relier le port d'Abidjan au golfe de Guinée. Les travaux occasionnent le ralentissement de la lagune abidjanaise, puis la stagnation des eaux. Avec l'importante urbanisation ces dernières années, la baie se retrouve recouverte de déchets. Aujourd'hui, nous devons finaliser, parachever donc, la vision du gouvernement de faire en sorte que, à travers ces projets durables, nous soyons de façon indéfinie à l'abri de ces inondations et de toutes ces gènes de déchets solides qui viennent justement pour quelque part ternir l'image de notre capitale. Évalué à 100 milliards de francs CFA en début de travaux, les dernières études sur la restauration de la baie portent le projet à 300 milliards de francs CFA. Le projet est parti d'abord avec 100 milliards parce que c'était d'abord vu au niveau de l'Indénié, mais nous avons tout de suite réévalué parce qu'il faut y inclure la dépollution donc qui part depuis l'embouchure à Grand Bassam, Petit Bassam, Koumassi, jusqu'au carrefour de l'Indénié, en remontant jusqu'à Bobo. D'ici 2019, date de livraison prévue du projet, le carrefour de l'Indénié, réputé pour ses inondations, devrait être transformé. Un viaduc reliant le quartier de Cocody à l'autre rive côté plateau sera également construit. Avec lui, des barrages, un port de plaisance, des espaces de loisirs et autres installations commerciales. La question de la gestion de l'accès au marché des capitaux était sur la table lors d'une rencontre des centres régionaux d'assistance technique du Fonds monétaire international pour l'Afrique du Centre et de l'Ouest. Objectif, renforcer les capacités des administrations en charge des émissions des titres publics. Sephora Zegui et Adam Kone nous font l'écho de cette rencontre.
accès au marché des capitaux internationaux, opportunités et risques. Tel est le thème du séminaire qui réunit une quarantaine de gestionnaires de la dette publique en provenance de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous avons assigné à ce séminaire 2 principaux objectifs, à savoir, premièrement, renforcer les connaissances des participants sur les aspects stratégiques, opérationnels et les risques liés aux émissions sur les marchés des capitaux internationaux. Deuxièmement, renforcer les capacités des participants sur les mesures pouvant être mises en place pour surveiller les risques pertinents liés aux émissions d'obligations internationales. La problématique de l'accès au marché des capitaux préoccupe l'État de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il salue cet espace d'échange d'expériences qui doit donner aux participants de nouveaux instruments efficients d'accès aux capitaux internationaux. La pertinence du choix du thème de ce séminaire et son organisation répondront certainement au souci de permettre aux spécialistes de gestion de la dette publique que vous êtes de vous approprier les aspects stratégiques, opérationnels et les risques liés aux omissions d'obligations sur les marchés des capitaux internationaux. Elles permettront également de vous approprier les cadres et outils d'analyse dans le but de proposer aux décideurs les stratégies de financement les plus appropriées. Ce séminaire fait suite aux multiples demandes de renforcement des capacités sur les enjeux liés à l'accès au marché des capitaux internationaux, formulées par les États membres du Centre régional d'assistance technique pour l'Afrique, AFRICAC. Il se tient à Abidjan du 18 au 22 juillet 2016. Un bâtiment de 3 salles de classe et un bureau d'instituteurs verront bientôt le jour dans le Haut-Sassandra, dans le département de Zoukoube. Une action de la coopérative agricole Tutumda du Haut-Sassandra. La pose de la première pierre de ce bâtiment et du bureau d'instituteurs s'est déroulée en présence de Honorine Ningori. La coopérative agricole Tutumda de Grebe, sous-préfecture située sur l'axe d'Aloa-Diokwe, a tenu son assemblée générale ordinaire au titre de l'année 2015-2016. Au centre de la rencontre, le bilan moral et financier de cette coopérative, jugé positif au dire du président du conseil d'administration, Karim Bandé, et du directeur Noël Kofi. Pour preuve, ils ont mentionné plus de 2 millions de kilogrammes de cacao vendus pour un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards de francs CFA et 37 623 kg de café vendus pour un chiffre d'affaires de plus de 27 millions de francs CFA. Il faut ajouter à cela les primes de certification et de coopérative qui ont été distribuées aux producteurs, ce qui porte le bilan financier à un excédent de plus de 12 millions de francs CFA. Notons que cette coopérative a été classée 3e au plan national lors de la journée nationale du chocolat et du cacao à Yamoussoukro. La cérémonie s'est achevée par la distinction de 5 meilleurs producteurs de la coopérative agricole de Tutumda, par la pose de la première pierre d'un bâtiment de 3 classes et d'un bureau d'un coût global de 29 millions de francs CFA à Grebe. Des actions sociales ont été également posées dans d'autres localités. La Fédération des organisations républicaines pour la cohésion confie une mission aux femmes, celle de mobiliser les populations de Bouaké à prendre part à l'opération de révision du listing électoral. Les actions menées par Force 2015 nous sont comptées par Chris Larson. Pendant 4 jours, le président de la Force 2015 a parcouru tous les quartiers de la ville de Bouaké à la rencontre des associations de femmes. De Dar es Salaam à la zone industrielle, en passant par Kotiakro, Sokoura, Ngatakro, Koko, Gonfreville et autres, Chalniaoré a livré le même message. Notre message, c'est d'inviter nos populations à participer massivement à l'opération de révision du listing électoral. Bientôt, une nouvelle constitution va passer en référendum. Il est bon que nos populations, que les associations s'apprêtent déjà à aller en campagne. Nous sommes venus inviter les populations de Bouaké, notamment les associations de femmes, à rester unies autour du docteur Alassane Ouattara pour le développement de la Côte d'Ivoire. Outre ces messages, Chalniaoré a fait plusieurs dons de matériel et en numéraire à toutes les associations rencontrées et aux coordinations de district Force 2015 de Bouaké. Ceci pour les aider dans leur organisation. Des messages et des appuis salués par tous. J'incite toutes les personnes massivement, en plus la population de Gonfreville, d'aller s'inscrire sur la liste électorale pour pouvoir voter demain. Nous remercions le président Charles Niaouré. Au nom des femmes,
Je lui dis merci. Et nous comptons toujours sur lui. Des remerciements et des engagements qui vont sûrement booster l'opération de révision du listing électoral dans la ville de Bouaké. Car à quelques jours du 24 juillet 2016, date officielle de la fin de cette opération, les personnes visées par l'opération traînent encore les pieds dans la capitale de la région de Bouaké. Avant de faire la publicité d'un produit, il convient de vérifier sa certification par Cordinorme. Les acteurs de la publicité sont donc invités à promouvoir des produits certifiés. Et pour obtenir ces résultats, le Conseil national de la publicité et Côte d'Ivoire Nord ont formé les acteurs du domaine. Les professionnels de la publicité sensibilisés sur l'importance de la certification des produits avant toute publicité. Cette certification délivrée par Cordinorme garantit la sécurité du consommateur. Les attestations de conformité que nous donnons sont des facteurs bloquants. Les entreprises sont évidemment invitées à attester la conformité de leurs produits, bien sûr, dans l'intérêt du consommateur, justement pour que la publicité puisse se faire, pour pas qu'elle soit mensongère et qu'on puisse faire de la publicité de produits qui soient dangereux pour les opérateurs économiques. La disposition est en vigueur depuis 1988. Mais elle n'est pas respectée par certaines agences de publicité. C'est pourquoi le CSP et Cordinorme ont instruit les acteurs sur l'importance de cette certification qui a pour but de préserver la santé du consommateur. Pour les participants, cette rencontre était plus que nécessaire. Quand un client vient avec un dentifrice pour nous dire que ça combat les caries dentaires et que maintenant on apprend véritablement avec les experts que ce produit encourage, favorise la carie dentaire, ben nous on est dans le faux, mais on ne savait pas qu'on était dans le faux. Là je pense maintenant qu'on va voir avec eux comment est-ce qu'on pourrait avoir la liste de tous les produits normalisés en Côte d'Ivoire, la liste de toutes les marques normalisées en Côte d'Ivoire, et puis voir déjà si c'est déjà possible de voir si un client vient nous voir qui n'est pas normalisé, est-ce que nous on peut faire la démarche contre ça. Les professionnels de la publicité pourront consulter la liste des produits ou entreprises certifiées par le site www.produits certifiés Cordinorme Côte d'Ivoire. Boga Sivori, journaliste au quotidien Notre Voix, a été nommé président du conseil de gestion de la Maison de la Presse. Lui et les 13 membres de son bureau ont été investis hier. La cérémonie d'investiture du nouveau conseil de gestion de la Maison de la Presse a eu lieu au siège de la distructure dans la commune du Plateau. Patricia Omouetia. 13 membres du conseil de gestion de la Maison de la Presse investis. Ils ont la lourde tâche de diriger cette prestigieuse entité de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Conscient de cette responsabilité, le premier responsable du comité a formulé des doléances. Le moment est venu pour que l'État de Côte d'Ivoire jette un regard sur cette maison. Comment elle vit, comment elle fonctionne. Nous avons du personnel à payer. Nous avons ici un médecin, nous avons une bibliothèque, nous avons un restaurant, nous avons des salles de conférence. Vous voyez qu'on a des difficultés. Nous pensons que cette institution mérite que l'État lui octroie une subvention. Un engagement partagé par cette équipe prête à relever le défi. Les idées pour créer de la richesse, les idées pour bâtir une union, je les ai à mon modeste niveau. Et comme nous sommes dans un cercle de propositions, dans un cercle d'idées, c'est clair que nous allons faire beaucoup de propositions et être aussi des acteurs de la réalisation des projets que nous allons nous donner nous-mêmes. Nous sommes dans ce conseil au nom de tous les journalistes de Côte d'Ivoire. Nous travaillons pour embellir la Maison de la Presse. Je ferai le travail qu'on m'a confié avec dévotion, avec engouement et avec détermination. Une cérémonie officielle qui s'est déroulée en présence des représentants des ministres de la Communication et celui de l'Emploi et de la Protection sociale et du représentant du directeur général de la RTI. Encouragé et félicité, le président de l'UNJCI, Moussa Traoré, a rappelé que conformément aux résolutions du 9e congrès, il était temps de procéder au renouvellement des instances de sa structure, d'où cette cérémonie d'investiture du nouveau conseil de gestion de la Maison de la Presse d'Abidjan. Hors de chez nous au Mali, 17 soldats maliens ont été tués et 35 autres blessés aujourd'hui dans une attaque terroriste coordonnée contre un camp militaire à Nampala, dans le centre du pays. Ce soir, les FAMA, c'est-à-dire les forces armées maliennes, tiennent la ville et procèdent à des opérations pour retrouver les assaillants.
Après le coup d'État manqué en Turquie, le Premier ministre rejette tout esprit de vengeance contre les putschistes. Pourtant, Ankara a promis d'éradiquer le mouvement de Fethullah Gülen, tenu pour responsable du putsch manqué du 15 juillet dernier. Les purges dans l'armée, la police et l'appareil judiciaire se sont étendus à l'enseignement, au renseignement et aux instances religieuses. Je m'adresse aux États-Unis. J'en appelle au président Obama. Je vous le dis, Monsieur le Président, comme je vous l'ai déjà dit avant, déportez ou livrez-nous l'infâme personne qui vit en Pennsylvanie dans un terrain de 400 hectares. Je ne sais pas qui est impliqué, mais ça ressemble plus à un scénario de film qu'à un coup d'État. Ils étaient alliés et même frères, mais ça c'était hier. Main dans la main, ils ont conquis le pouvoir d'État pour l'AKP, le parti d'Erdogan, mais ça aussi c'était hier. Aujourd'hui, l'exercice du pouvoir d'État les a divisés. Erdogan en veut à Gülen, son ancien allié. Il accuse de jouer contre lui. L'idylle entre les deux hommes a pris fin en 2013 à la suite d'un scandale de corruption qui a ébranlé le régime et dont la révélation a été imputée au clan Gülen. Installé aux États-Unis depuis 1999, Fethullah Gülen y poursuit son exil mais continue de hanter le régime d'Ankara. Ce prédicateur jouit d'une popularité indéniable, son influence l'est également. Et elle s'étend bien au-delà des frontières turques, à la tête d'un vaste réseau d'écoles et d'universités, estimé entre 2 et 10 000. Fethullah Gülen a toujours prêché un islam modéré. Il a fait de l'école une priorité. L'école avant la mosquée, c'est sa maxime, et c'est elle qui soutient les actions de son ONG, dénommée Hizmet, créée en 1970. De nombreux cadres, aujourd'hui dans l'appareil d'État turc, dans la justice, l'armée et dans tous les autres domaines de l'administration, sont sortis de ces écoles et lui vouent une reconnaissance à la limite de la vénération. Fethullah Gülen est à la tête d'un empire financier estimé à 25 000 milliards de francs CFA, soit 5 fois le budget de la Côte d'Ivoire. Si hier, l'AKP s'est appuyé sur ce réseau pour accéder au pouvoir, il semble aujourd'hui en être la principale menace, en tout cas pour les autorités d'Ankara. Nous allons continuer d'éliminer le virus de toutes les institutions étatiques. Et là, ce virus, comme un cancer, s'est propagé dans tout l'État. L'administration turque et le parti au pouvoir n'ont pas réussi à prendre le contrôle de l'armée. Plusieurs fois, ils ont donné des listes de militaires à purger, mais ces listes ont été refusées par l'état-major. Derrière la chasse aux mutins du vendredi soir et à leurs complices, beaucoup, et principalement les Occidentaux, y voient une purge des goulenistes. Les appels, mises en garde et condamnations de l'Union européenne et des États-Unis ne semblent pas freiner Erdogan. Les arrestations se poursuivent. 7 500 personnes ont été écrouées, 9 000 fonctionnaires, dont 4 500 policiers radiés. Et la menace d'un retour à la peine de mort plane comme une épée de Damoclès. En attendant de fournir les preuves qui sous-tendent ces accusations, Erdogan est déterminé à en finir avec la machine gouleniste, l'État parallèle, comme l'appellent ses partisans. Le coup d'État manqué a fait place à la guerre entre frères ennemis, entre clans alliés d'hier, un épisode crucial dans l'histoire de la Turquie. Sachez que le groupe ultra-radical État islamique a diffusé aujourd'hui même une vidéo dans laquelle l'auteur de l'attentat à la hache en Allemagne annonce qu'il va passer à l'acte et menace les pays infidèles. Un film jugé authentique par Berlin. Pourtant, hier soir, le jeune homme a grièvement blessé à coups de hache et de couteau plusieurs passagers d'un train régional dans le sud de l'Allemagne. Avant la diffusion de la vidéo, l'État islamique avait revendiqué l'attaque via ses médias et cette revendication avait été rejetée par l'Allemagne. Le collimateur de l'organisation État islamique. Ce lundi, peu après 21h, dans une petite ville de Bavière en Allemagne, un adolescent de 17 ans, armé d'une hache et d'un couteau, agresse les passagers d'un train régional et en blesse grièvement 4. Après son forfait, l'agresseur prend la fuite avant d'être rattrapé par les forces de l'ordre qui le neutralisent. Très vite, l'organisation État islamique, via son agence Hamak, revendique l'attentat en présentant l'auteur comme un de ses combattants. Pour l'heure, les motivations du jeune homme ne sont pas encore claires, même si cette revendication vient préciser certains indices, un drapeau de l'État islamique retrouvé dans sa chambre et le fait qu'il aurait crié Allahu Akbar lors des faits.
L'Allemagne, plutôt épargnée par les attentats islamistes jusqu'à présent, vient d'essuyer, pourrait-on dire, son premier attentat revendiqué par le groupe État islamique sur son sol. Or, l'Ivoirienne Marie-Josée Talou, championne d'Afrique du 200 mètres, a décroché la médaille d'argent sur 100 mètres à Budapest en Hongrie avec un chrono de 10 secondes 95 centièmes. Elle a terminé sa course en deuxième position derrière la Nigériane Blessing Okabare qui a réalisé un score de 10 secondes 92. Et pour finir, le CEO va étudier toutes les options légales entre sanctions collectives et droit à la justice individuelle. Le CEO a décidé de créer une commission pour trancher sur une éventuelle exclusion de la Russie des JO de Rio au lendemain des révélations explosives du rapport McLaren. Le comité international olympique précise qu'il va prendre en considération l'avis du tribunal arbitral du sport de Lausanne, attendu d'ici jeudi, sur l'appel des 68 athlètes russes qui contestent leur suspension suite à celle de la Fédération russe d'athlétisme. Le CEO qui interdit au ministre russe des Sports Vitaly Mutko de se rendre au JO de Rio. C'est l'information que nous venons d'avoir tout à l'heure. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et je vous retrouve demain.